Donc bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde où donc l'idée, on va parler de la diffusion de la culture ludique sur le net, donc thème très large finalement, donc la culture ludique, même la culture pop au sens large. On va parler un peu du métier de vidéaste ou même de blogueur ou quoi que ce soit, diffusion sur le net en spécifique. Donc merci. Et donc pour commencer, je pense que vous pouvez vous présenter. Bon, toi tu l'as déjà fait tout à l'heure, mais Oui, l'occasion de te représenter pour les nouveaux. oui, moi je suis Monsieur Mea ou Mister Mea ou Mea, comme vous voulez. Je fais des vidéos sur le net sur la pop culture, principalement sur jeux vidéo et cinéma, et centré années 80-90, parce que c'est une année qui est assez importante pour tout ce qui est cinéma, pop en tout cas. Alors moi c'est Benjamin de la chaîne Bolche Geek et c'est une chaîne de pop culture aussi où on essaie d'aborder des sujets de société, culturels, politiques, au travers de la pop culture, donc de manière très généraliste, cinéma, jeux vidéo, séries, voilà. Et moi du coup je m'appelle Géraud, donc sur une chaîne qui s'appelle Doc Géraud, et qui est une chaîne qui parle de game design, donc de conception de jeu, etc., d'expliquer comment ça marche, comment on pense un jeu vidéo, ce genre de choses. Et je suis game designer, voilà, à côté. Merci. Alors, pour commencer, je pense que pour bien situer un peu votre parcours, déjà peut-être au niveau individuel, puis se rendre compte, peut-être simplement qu'est-ce qui vous a amené à venir faire donc de la vidéo et peut-être d'autres choses sur Internet et à parler donc de culture pop et de jeux en particulier peut-être. Donc que ce soit professionnel, la passion au début, quoi que ce soit, le hasard d'une rencontre. Dans l'ordre que vous voulez. Oui, c'est un peu dur de répondre à ça. Enfin, pour nous, ça a été vraiment un truc de... on avait envie de parler de ça. On était consommateurs de vidéos. Alors, pas forcément que web. Hein, on a d'émissions de cinéma, etc. Et on avait envie voilà, juste de parler de ça. Et au bout d'un moment, ça devient une espèce de réflexe, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, ça serait intéressant, donc il faut faire une vidéo dessus, il faut bosser dessus, etc. Puis il y a toujours plein de sujets qui viennent parce que c'est notre culture et on a envie d'en parler. Comme nous, en plus, on a une chaîne très généraliste, ça va assez vite, en fait, quoi. D'avoir une envie d'un nouveau projet, une nouvelle façon de faire, un nouveau truc à aborder. Moi, je bossais avant pour un site internet de cinéma. Enfin, j'étais journaliste pour eux. Enfin, j'écrivais. Et puis après je suis passé téléopérateur, donc je ne faisais, c'était un travail très mécanique, et du coup je me disais il me faut un travail intellectuel, quoi, parce que sinon, enfin au moins un truc intellectuel à côté, parce que je sentais que je devenais juste enfin ouais, pas. Donc du coup je me suis dit j'ai regardé le genre du grenier, donc c'est ça, et puis ouais, puis ça te donne, tu vois des gens te faire des vidéos qui te plaisent, et tu dis putain ça a l'air cool, et il parle de sujets, et tu dis ouais, moi aussi j'aimerais bien parler de ce sujet, et j'avais plus de blog à l'époque, donc je me suis dit autant le faire en vidéo, comme ça c'est fait. Enfin, et voilà, tu te lances dedans. Et puis après, effectivement, ce que dit Benjamin, c'est que ça reste un réflexe, quoi. C'est dès que tu vois un truc, une vidéo, enfin un sujet ou machin, tu dis ouais, je vais ressortir. Voilà. Bah moi du coup c'est plus, c'est la combinaison de plusieurs choses, parce que moi j'avais fait des études de jeux vidéo pour apprendre à faire des jeux, ce genre de choses. J'en suis sorti un petit peu frustré. Et en me rendant compte qu'en lisant des bouquins, etc., on peut avoir vachement plus de connaissances que ce qui est distribué dans les écoles de jeux vidéo. Et du coup, je m'étais dit, mais c'est trop con, quoi, de payer une école pour apprendre à faire des jeux vidéo. Alors que, et du coup, je me suis dit, tiens, ces quelques trucs qu'on m'a appris, je vais essayer de les distribuer gratis sur le net. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos. Et ce qui m'a vraiment décidé de ce format vidéo, c'est, à l'époque, moi, j'ai été un peu bercé par tout ce qui est Usul, ce genre de choses, sur jeuxvideo.com, et j'ai un très bon pote Dr Nozman, qui s'épanouissait à fond dans ce qu'il faisait, dans la vidéo et tout, et ça aussi ça m'a vachement poussé à m'y mettre, donc voilà, c'est ça les raisons. Okay. Et du coup, faut pas que ça devienne une interview non plus à trois, hein, on va pouvoir parler de sujets de fond, mais du coup j'ai l'impression que j'ai un peu la réponse à ce que je voulais demander, les particularités d'Internet en fait pour tout ça, parce qu'on évoquait un peu voilà, la presse papier, etc. Vous vous sentez plus libre, c'est plus facile de partager. Comment vous vivez votre présence sur Internet
Déjà, puis ne serait-ce que la célébrité, tout ça, sur Internet. Est-ce que vous vous sentez célèbre? Ouais, mais moi, je me pose la question. Bah non. Non, pareil. Ça fait toujours bizarre quand il y a des gens qui viennent te voir, qui disent j'aime bien ce que tu fais. Ah. Ça veut dire que si tu vois que des chiffres, tu sais pas enfin, ça fait bizarre de voir de rencontrer des gens qui te regardent, enfin qui te regardent. Du coup, c'est vraiment bizarre. Même si moi je regarde des gens et que je les vois aussi. Enfin, mais c'est chelou. Quand c'est nous, c'est chelou. Et en fait, ouais, Internet, parce que c'est facile finalement. Si tu fais ta vidéo, machin, et puis tu la postes. Pourquoi YouTube? Parce que c'est simple. Et du coup, et tu fais ton sujet, tu le postes, et puis après c'est bon, quoi. Alors qu'avant, quand tu faisais des courts-métrages, il fallait aller dans les festivals, enfin, pour la diffusion, c'était pas facile. Du coup, ouais. Pourquoi Internet? Pour ça, parce que c'est un réflexe. Il y a un truc aussi avec Internet, c'est que justement, alors vous deux, c'est un petit peu lié à votre activité professionnelle, ce que vous faites. Moi, c'est pas du tout le cas. Et pour le Mako Triste non plus. Et il y a un côté aussi avec Internet, c'est que n'importe qui peut parler de ces sujets-là en fait et poster en ligne. Donc, en tant que, du coup, il y a tout un écosystème, on va dire, de gens dont c'est le hobby et qu'il n'y a pas de but de professionnalisation forcément. Et ça a un côté un peu, justement, pratique populaire, en fait, comme on pourrait, voilà, comme faire de la musique, avoir son groupe le week-end, tu fais tes répètes et tu vas jouer dans les bars le dimanche, et puis tu as un autre truc à côté. Internet, ça permet ça, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de te dire, genre si tu veux aller parler à la télé, de te dire, bon, je vais devenir chroniqueur télé, et il y a un parcours et tout. Sur Internet, non. Tu peux, si tu as envie de parler de trucs, tu parles de trucs, et puis voilà, tu vois, il y a peut-être des gens qui vont regarder, quoi. Ok. Et du coup, justement, ce côté sur la professionnalisation, finalement, je sais qu'on en discutait tout à l'heure un peu, mais c'est peut-être plus presque une contrainte de chercher à se professionnaliser et à en vivre pour pouvoir, enfin, quand on commence à y prendre goût et à vouloir tenir un rythme, pour chercher à gagner de l'argent et pouvoir penser à ça. Vous en êtes tout là-dedans, parce que du coup, oui, en effet, ça peut être lié donc au métier, notamment dans ce que tu fais vis-à-vis du game design, mais cet aspect professionnalisation, vous en avez pas le désir, mais ça serait un confort, ça serait comment on vit quand on est youtubeur justement, enfin youtubeur ou vidéaste, je sais pas, on peut parler du terme aussi, ça peut être intéressant de parler du terme. Sur la professionnalisation, en fait, j'ai envie de faire plein de vidéos, mais du coup, pour faire plein de vidéos, il faut avoir du temps. Mais du coup, pour avoir du temps, faut pas avoir forcément un travail à côté si tu arrives à travailler dans ton domaine ou quoi que ce soit, mais si tu as envie de faire plus de vidéos et du coup tu as ton taf qui te prend 8 heures par jour à chaque fois et du coup tu dis mais ça me prend, mais j'aimerais bien pouvoir faire mes vidéos. Et du coup tu as envie de te professionnaliser pour te dire comme ça je peux en faire plein. Mais après, c'est encore d'autres contraintes derrière ensuite, parce que le travail, c'est quand même la sécurité de se dire à la fin du mois, j'ai quand même ma paye derrière, et puis je peux faire des vidéos comme je veux sans forcément penser à vous faire de la pub, des machins, des partenariats, des trucs. Donc c'est d'autres contraintes après derrière. Mais il y a quand même cette envie de vouloir parler de plein de trucs, parce que moi c'est vraiment ça, c'est la frustration en fait. Il y a plein de sujets que j'aimerais toujours parler et en fait tu n'as pas le temps parce que tu es pris à côté pour faire d'autres trucs. Et du coup c'est comme ça que je me suis professionnalisé en quelque sorte. Que je me suis dit je vais quand même prendre au moins 1 ou 2 ans pour essayer d'en vivre. Pas forcément, au moins de vivre de ce que j'aime faire et puis après ensuite on verra. Mais au moins de se dire j'ai tenté de faire ça. Nous, on est dans une situation un petit peu différente. On travaille tous les deux. Alors, elle a temps plein, moi j'ai un temps partiel que je complète avec d'autres trucs qui, si possible, me rapportent de l'argent pour pouvoir manger. Mais on ne se pose pas vraiment cette question-là. C'est-à-dire qu'on a notre boulot. De toute façon, à notre échelle, c'est pas vraiment une question qui se pose, à part dans une forme d'investissement, genre j'arrête tout, justement, ça c'est une démarche aussi qui est possible. C'est pas la nôtre. Après, effectivement, il y a un moment donné où tu as envie de faire 12 000 vidéos, en fait. T'as pas le temps, parce que tu bosses à côté, ou tu dois trouver... Donc, éventuellement, il y a une possibilité, par exemple, on peut réfléchir, nous, à ce que mon activité secondaire, faire de la vidéo peut être une activité secondaire qui va compléter mon temps partiel, c'est un truc qui peut se réfléchir.
ça, éventuellement. Après, nous aussi, on tient au côté un petit peu hobby du truc. On pense que, parce que souvent, quand il y a des débats sur la professionnalisation, c'est tout de suite genre, alors, comment vous allez en faire pour en vivre, alors que c'est pas forcément la question en fait. Enfin, genre, je trouve que c'est très bien que ce soit un truc que justement tout le monde puisse faire et que les gens se lancent pas en se disant j'en vis ou j'arrête, quoi, et que n'importe qui puisse dire je vais faire ça sur mon temps libre et tout. Après, effectivement, ça demande du temps et tout, donc c'est comme énormément de boulot. Et il y a des solutions peut-être pour éventuellement s'accorder du temps pour le faire, même si c'est pas une activité principale. Justement, moi, je garde des piges quand même à côté, un travail journalistique rémunéré par des magazines ou quoi que ce soit, pour pas que ce soit mon activité principale. Sinon, c'est ce que je disais, tu te mets la pression, quoi, et et ça devient une contrainte. Ça devient plus un plaisir à faire des vidéos, ça devient une contrainte. C'est ce mois-ci, il faut que je sorte ma vidéo, sinon je mangerai pas. Et ouais, c'est. Tu fais pas des vidéos pour Gamecult Aussi, ouais, c'est pour ça. Moi, je fais du coup Gamecult, je pige pour un magazine de rétro qui s'appelle Vidéo Gamer Rétro, et c'est quelque chose que j'ai réussi à avoir, mais en tout cas, j'ai voulu garder pas, je les ai pas dit, envoyé chier en disant non, mais c'est bon, maintenant je me consacre à mes vidéos, c'est parce que je garde ça justement parce que ça me permet d'avoir d'autres choses à côté. Sinon, je pense que sinon tu t'enfermes dans un projet que j'ai pas envie de m'enfermer. Vraiment en me disant ah, là je fais moins de vues ce mois-ci, vite faut que je fasse une vidéo où je pète. Et puis tu vois, puis même les partenaires, enfin devenir dans ce genre de, je sais pas. Moi, c'est marrant parce que j'ai une situation un peu particulière. En fait, je suis super content de vivre en France parce qu'il y a un truc magique qui s'appelle le chômage quand tu as travaillé certains temps. Et moi, justement, là, c'était mon dernier jour à Ubisoft hier. J'ai bossé pendant 2 ans là-bas comme game designer. Et je suis vraiment parti parce que j'avais envie de passer du temps à faire des vidéos, des jeux, ce genre de choses. Mais je ne consacrerai pas entièrement mon temps. J'ai pas une envie comme vous deux de faire que des vidéos. C'est pas un truc que je vois comme une activité 100% ou quoi. J'aurais trop peur de m'enfermer là-dedans. En plus, dans mon cas, je me considère quand même plus comme un concepteur de jeux que comme un vidéaste. Mais et c'est tout bête, mais franchement, le chômage, c'est salvateur, quoi. C'est-à-dire que là, pendant 1 an et demi, je fais ce que je veux. J'ai pas de contraintes de rentabilité ou quoi, que ce soit sur mes jeux ou sur mes vidéos. Donc voilà. Je pense de toute façon, après, ça dépend totalement aussi des vidéos et des sujets qu'on aborde, j'imagine, parce que il y a un moment, ton audience, elle est pas illimitée, et surtout en fonction de ton sujet. Moi, je fais quand même des vidéos qui traitent de game design, donc c'est pas, je vais pas faire 1 million de vues avec ça, j'en suis conscient, et donc je cherche pas forcément à gagner ma vie avec ça, quoi. Mais je sais pas, pour vous, est-ce que vous estimez que vos vidéos, c'est possible, qu'elles atteignent vraiment une grosse audience, ou vous le voyez comment? Moi, j'en ai aucune idée. Sur Sliders, je pensais que ça allait plaire à 5000, 6000 personnes. Et puis, en fait, là, j'en suis je sais plus combien, 60 000. Je sais pas combien. Les vues n'arrêtent pas de grimper sur cette vidéo. Je comprends pas pourquoi. Parce que je me dis, ok. Donc, je sais pas. Sliders, la vieille série. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Et moi, je pensais que vraiment que ça allait être le truc de niche, tu vois, qu'il allait avoir les gens de l'époque qui font ah oui, je connais, et puis que voilà, qui pas forcément regarder. Et donc, je ne sais pas. Je comprends rien à YouTube. Il y a des trucs comme Rasta Rocket, je me suis dit oh, ça sort au beau moment, c'est les Jeux Olympiques, peut-être que. Et puis non, celle-là, il y a moins de gens qui regardent. Je comprends pas. T'es peut-être le seul à avoir fait une vidéo dessus, et du coup, voilà, en Je sais pas. Slider, c'était directement toi. Je sais pas. Non, en plus, je suis pas le seul à avoir fait un truc dessus. Je sais pas. Je comprends pas YouTube. Donc, je sais plus qu'est-ce que tu disais, mais ouais, en fonction du public, du coup, je sais pas. J'en ai aucune idée. Moi, ça me faisait juste plaisir de faire des vidéos, et après, du coup, il y a des gens qui regardent, quoi. Mais je sais pas, c'était Usul qui sortait. Oui, si t'aimes les oreillers, tu fais une vidéo sur des oreillers. Il y aura plein de gens qui aiment les oreillers qui vont regarder la vidéo, et tu te rends compte qu'il y a quand même un public pour les gens qui aiment les oreillers. Du coup, ouais, je sais pas. Oui, c'est clair. Puis de toute façon, nous, on n'est pas dans des échelles, je pense, où. Enfin, toi, je sais pas si t'as beaucoup de revenus publicitaires ou autre comme ça. Enfin, je sais pas, tes revenus de ta chaîne, ils viennent de. Je sais pas, j'ai arrêté j'avais un network, je l'ai arrêté, donc là pour l'instant je suis dans je sais absolument pas combien. Pour l'instant je dis que j'attends en fait de voir, mais je sais pas. Parce que c'est aussi pour ça que je parlais justement plutôt de revenus complémentaires, et en plus dans mon cas qui est un truc de temps partiel, où de toute façon si je peux avoir un peu de sous pour faire des vidéos, ça veut dire que je suis pas obligé de trouver une pige ou un truc à la place, quoi. Et du coup, mais clairement ça viendra pas des vues. Clairement, ça viendra pas. C'est pas une question de nombre de vues. Non, on se pose pas la question comme ça. Enfin, ça servira à rien de se la poser.
mais je sais pas, les trucs genre Tipeee, on n'a même pas de Tipeee nous, mais enfin c'est des solutions qui existent, c'est plutôt genre bon bah à la limite si je peux avoir des sous pour faire ça, bah je ferai des vidéos. Sinon je suis obligé de faire autre chose et je ferai moins de vidéos. CNC aussi maintenant. CNC, ouais, quoique c'est aussi compliqué parce que CNC, enfin peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais CNC c'est une aide à la production, donc il faut t'as que 50% maximum dans truc. Enfin, il y a plein de problématiques différentes, mais effectivement, il y a des trucs comme ça qui existent qui permettent les droits d'auteur de l'Inscam. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, incroyable. On nous doit des sous en droits d'auteur maintenant. Même pour des vidéos non monétisées, tu touches des droits d'auteur. Ça, c'est... Ouais. Excuse-moi. Désolé. Franchement, on a. Après, je connais pas, j'ai pas une connaissance des autres pays, comment ça se passe, etc. Mais je trouve que en France, on a quand même pas mal de petites solutions pour grappiller à droite, à gauche, des moyens, que ce soit pour des projets uniques, genre que ce soit un court métrage ou autre, ou pour des projets un peu plus long terme, parce que maintenant il y a des aides. Le CNC, c'est aussi bien une aide pour une vidéo ponctuelle que pour un développement de la chaîne sur 6 mois ou sur 1 an. Des choses comme ça. Donc même si je ne sais pas quelles sont les conditions exactement, si c'est difficile à voir, mais il y a des choses, comme dit Mea, il y a les droits d'auteur, donc même quand on monétise pas ces vidéos, comme c'est mon cas, moi j'ai touché des droits d'auteur il n'y a pas longtemps, c'est hyper intéressant, et c'est des trucs, après je trouve que il manque peut-être un endroit pour centraliser toutes ces petites options, parce qu'on les découvre vraiment au compte-gouttes. Mais je crois qu'eux-mêmes les découvrent. Hein. Moi je vois à l'URSSAF, ils sont largués, quoi. Ouais. C'est genre... Là, moi, j'ai créé ma société il n'y a pas longtemps et en fait, je suis dans un autre code APE qu'un pote qui fait exactement la même chose. Ils sont complètement perdus. Ils rattrapent les wagons. C'est pour ça que, ouais, et du coup, pour les droits d'auteur, c'est pareil. Ils se sont dit, en fait, vous avez le droit à ça. Ah bon ? Bah oui, je l'ai appris hier, mais voilà. Ils savent pas. Et pareil, pour tout ce qui est placement de produits ou quoi que ce soit, le gouvernement commence enfin à se dire il y a peut-être de la publicité dissimulée dans ces trucs-là, mais voilà, c'est pareil, tout ça, tout le monde est en train d'apprendre. Et c'est ça qui est intéressant en même temps, c'est que en même temps, nous, du coup, même si maintenant, voilà, mais on est quand même toujours un peu des pionniers par rapport à tout ça, et dans 10-15 ans, il y aura plus de facilité, mais en tout cas, nous, on découvre tout ça au fur et à mesure, et je trouve que c'est super motivant, en fait, d'apprendre au fur et à mesure ça, et de participer à ça. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. C'est vrai que c'est intéressant, tu en parles finalement comme un métier, mais en même temps en disant que tu n'as pas forcément envie de te professionnaliser. Enfin, c'est compliqué comme oui, statut. c'est ça. C'est nouveau finalement. Oui, mais c'est comme quand t'es pigiste, les piges, tu peux pas en vivre forcément, du coup, mais c'est quand même un métier. Mais voilà, et ça reste, oui, ça reste un métier quand même, parce que c'est quelque chose que tu utilises sur ton temps. Enfin, c'est un hobby, mais si tu commences à faire une société quoi que ce soit, ça devient un métier forcément. Donc, et c'est tout ça, c'est intéressant, quoi. C'est stressant, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, là, on a bien la forme en fait, et un peu comment vous vivez, puis c'est un peu des questionnements généralistes sur le métier, la passion de vidéaste sur Internet, mais La passion surtout, du coup. Et si on en vient au contenu, comment est-ce que vous le vivez ? Est-ce que, je sais pas, je vais balancer des termes, est-ce que vous êtes des relais d'études qui ont déjà été faites, enfin je veux dire, quand vous parlez de films, quand vous parlez de jeux, vous faites le relais de gens qui ont déjà réfléchi, vous pensez être des créateurs de contenu, des vulgarisateurs. Comment est-ce que c'est quoi votre rapport à la culture, on va dire, à ce que vous diffusez justement? Ça a l'air de te faire rigoler, je te le dis. Non, c'est qu'il y a le débat autour du... Enfin, vulgarisateur, c'est un terme qui est employé vachement dans tous les sens, et moi, je sais que ça me fait rire. En plus, la plupart des gens que je connais font... Enfin, je connais pas mal de gens qui sont dans la vulgarisation, du coup, scientifique et tout, et là, c'est clair, et quand on en vient à la culture, à la pop culture et tout, je sais pas si c'est le bon terme, il y a un gros débat là-dessus. C'est pour ça que je rigolais, en fait, parce que c'est un truc qui revient tout le temps. Donne ton point de vue, je sais pas, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Mais en fait, justement, là, il y a par exemple sur la question du contenu, il y a, déjà, je sais pas si tout le monde théorise à fond en se disant, moi, franchement, quand j'avais presque même pas de ligne éditoriale quand j'ai commencé la chaîne. Et là, il y a vraiment 3 trucs différents. Par exemple, donc toi, tu parles de game design. Donc là, pour le coup, pour moi, c'est de la vulgarisation de game design. Là, je pense que on est d'accord là-dessus. Donc, le truc, il est calé. Et toi, ça se voit que c'est du journalisme. Ce que tu fais, il y a énormément de recherche. Et donc, c'est encore une autre démarche. C'est-à-dire que tu fais un taf de recherche énorme. Nous, on est sur un truc qui est plus de
d'analyse, on va dire, mais qui est pas, il n'y a pas de base universitaire ou truc comme ça. C'est vraiment des angles, c'est vraiment des points de vue sur des œuvres. Donc ça demande un taf de recherche, mais c'est encore autre chose. C'est vraiment, je pense, là on a vraiment 3 types de contenus et du coup 3 types de travaux à fournir derrière qui sont vraiment très très différents. Ouais, moi, je me considère plus comme un compileur, en fait, puisque c'est plus des infos que je glane et que après je partage. Tu fais de la synthèse d'informations. C'est ça, de la synthèse, quoi. voilà, très bien. C'est plus ça. Les compileurs, c'est bien aussi. Oui, j'aime bien, ça sonne rigolo. Bah moi du coup, non mais du coup tu l'as très bien dit, j'utilise pas le mot vulgarisateur, je dis juste que je fais des vidéos qui expliquent des concepts de game design. Et généralement ce que je fais c'est que je prends comme support un jeu vidéo parce que c'est plus simple d'avoir un support unique pour présenter une idée forte qui est traitée dans le jeu vidéo, comment ça a été pensé, comment ça a été utilisé, pourquoi ça marche dans le contexte du jeu, ce genre de choses. Mais oui c'est ça. Globalement, t'as bien résumé le truc. Puis du coup, sur les sujets en eux-mêmes que vous choisissez, donc typiquement voilà, le cinéma, les jeux, est-ce qu'on va choisir... Il y a la question aussi de l'angle que vous allez choisir. En gros, typiquement en tant que compileur, donc tu vas surtout faire ressortir les infos méconnues, etc. Peut-être que tu peux aussi avoir une orientation plus politique. Je me tourne surtout vers Bolchevique. Il y a peut-être des choses à dire là-dessus aussi. Le message que vous faites passer dans vos vidéos, enfin, quel est l'objectif de ce travail de vulgarisation, compilation, etc. Vous y pensez, vous le faites au feeling. Est-ce qu'il y a un but pour vous ? Perso, c'est au feeling d'abord, et puis après l'angle se le voit, parce que de toute façon, tu n'as pas le temps de tout dire. Enfin, sur un sujet comme Roger Rabbit, par exemple, tu as 1 milliard de choses que tu pourrais dire, et tu pourrais continuer à parler 3 heures, 4 heures dessus, et tu as encore des choses à dire. Donc tu es obligé de choisir un angle, sinon tu pars en vrille. Donc, ouais, moi, c'est plus... Pas forcément pour... Si, pour faire passer une idée, oui, parce que... Du coup, effectivement, ce que disait Géraud, c'est que tu profites d'un thème ou quoi que ce soit pour en plus rapporter quelque chose qui est différent de... Enfin, si c'est juste faire de Wikipédia, c'est pas non plus intéressant, quoi. Du coup, il y a toujours quelque chose... Parce que tout le monde peut aller sur Wikipédia, finalement. Donc, ça sert à rien que toi, tu rajoutes un truc en lisant une page. Donc, il y a voilà... Non, un angle, c'est important pour te drifter, enfin te diriger, et puis après partager quelque chose. Ouais, sur les vidéos que je fais, il y a quand même une volonté de partager des connaissances théoriques qui sont pas si compliquées que ça, parce que le game design, franchement, c'est tellement jeune, c'est pas si compliqué. Et en fait, le truc, c'est que quand on a des connaissances en game design, on peut aller tellement plus loin dans la compréhension de pourquoi on apprécie un jeu, de l'analyse. En fait, moi, j'aimerais juste que les gens... Je veux juste partager des outils pour que les gens comprennent plus facilement pourquoi ils aiment ou pas. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont apprécier tel jeu ou tel autre, alors qu'ils partagent les mêmes éléments, mais il y en a un qui va être bien et l'autre pas bien, ce genre de choses. Et aussi, et ça c'est un truc que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a quand même pas mal maintenant de développeurs, beaucoup d'étudiants aussi en jeux vidéo qui regardent ce que je fais. Et je me dis que ça leur donne des billes en plus pour leurs projets, que ce soit des projets étudiants ou des projets futurs quand ils travailleront dans des boîtes et tout. Et voilà, en fait, c'est juste essayer de monter le niveau général d'esprit critique sur les jeux et aussi pour les concepteurs qui puissent peut-être, je sais pas, gagner quelques coups d'avance sur ce qu'ils vont faire plus tard, quoi. Moi, j'avais à peu près le même but aussi. Enfin, maintenant, depuis quelques années, plutôt parce que dire j'aime pas, finalement, tout le monde peut le faire. Enfin, tout le monde le fait. De toute façon, tu demandes à quelqu'un si tu as aimé ce film ou pas, et il dit oui ou pas. Et du coup, ouais, justement, pareil, donner des outils pour comprendre pourquoi ça marche pas ou quoi que ce soit, pour expliquer que ce jour-là, il y avait tel ou tel problème pendant le tournage, du coup cette scène est machin, mais au moins pour expliquer, tu as le droit toujours de pas aimer ou d'aimer ou pas aimer, mais au moins de dire bon voilà, il y a une explication. Et ça, je trouve c'est plus important finalement que juste dire j'aime pas finalement. Parce que t'en as plein de ça sur Internet. Il y en a qui le font très bien, et du coup, qu'est-ce que tu peux rajouter à ça plutôt si c'est juste pour entendre ton avis, je sais pas. Il y a des gens qui aiment entendre des avis des gens, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse, quoi. Ouais, je pense que c'est juste ce que tu dis sur le fait de... Enfin, c'est pas forcément de donner des outils, mais essayer de... En gros, nous, on réfléchit à tel film, ou à tel réalisateur, ou à tel phénomène de société, genre
Tu vois, nous on avait fait un truc, on avait parlé d'e-sport, etc. Effectivement, c'est invité aussi à avoir une réflexion critique, y compris sur des trucs qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas. Et ça peut être effectivement dû en apprenant comment ça a été fait, voilà, ou avec de la théorie. Ou nous, c'est plutôt genre, on va dire, on va comment dire, donner un point de vue, mais qui n'est pas un point de vue justement de critique ciné ou un truc comme ça, qui est vraiment un point de vue dans là-dedans, ça véhicule un petit peu ça. Ça, c'est un phénomène de société qui est intéressant. Et c'est invité justement à pas juste dire j'aime pas. Et même des fois, nous, je sais qu'on a des incompréhensions des gens, parce que des fois, par exemple, typiquement, on avait fait une vidéo sur le Roi Lion en disant que le fond du film, il était vraiment puant. Et en fait, dans la vidéo, j'arrête pas de dire, c'est un de mes Disney préférés, il est trop bien et tout, mais après, on dit, le message, il est puant, quoi, à plein de niveaux. Et il y a des gens qui nous défoncent en mode ouais, t'aimes pas le Roi Lion, t'es un connard, etc. Et il y a vraiment, j'ai l'impression des fois des réflexes de on veut l'avis de quelqu'un. Alors que nous, on n'est pas là pour donner. Enfin, c'est un avis aussi, mais on est là pour dire il y a ça dans le film, il y a ça, est-ce que quand même c'est particulier, ça veut dire quelque chose et tout. Et on essaie plutôt d'orienter là-dessus que sur du ouais, justement, je vais donner mon opinion sur, et on va tous se battre parce qu'on n'a pas la même, quoi. J'avais sur Last Action Hero, j'ai dit du bien pendant tout le film, et à la fin je dis il y a il y a ça que je trouve un peu bizarre, et les gens font mais pourquoi tu défonces ce film, espèce de connard. Je passais 20 minutes à dire qu'il était bien, donc et oui effectivement j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc où il y a pas de juste milieu, c'est soit tu aimes soit tu détestes, mais il y a pas de et des fois ouais c'est vraiment violent quoi. Bon après sur Batman v Superman, j'avais été violent dessus, mais du coup, bon. Mais ouais, sinon, la plupart des cas, c'est vraiment violent, quoi. Et c'est bizarre. C'est genre, ouais, c'est vraiment, tu expliques un truc, et puis on dit, ouais, pourquoi tu aimes pas? Mais non, mais j'explique juste. Moi. C'est trop marrant ce que vous dites, parce que c'est vrai, en plus, même, enfin, dans mon cas, ça m'arrive de parler d'un jeu, et en fait, je fais vraiment super gaffe quand j'écris mon texte à faire en sorte que les gens comprennent que je parle pas de si j'ai aimé le jeu ou pas. C'est pas le but du truc. J'essaie juste de décortiquer et d'expliquer pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas dans le contexte des règles du jeu, les mécaniques, tout ce qu'il y a, etc. Et franchement, je fais super gaffe à ne pas donner mon avis ou à pas le laisser transparaître. Et il y a des gens, parfois, genre j'ai fait une vidéo sur Mario Odyssey, je voulais pas donner mon avis dessus, je voulais juste dire pourquoi il était adapté au support de la Switch, etc., comment ils ont modifié le design pour que ça marche avec la console. Et il y a des gens qui me sortent, ouais, mais Mario Odyssey, toi tu trouves bien, mais en fait il est nul, j'ai vu un autre vidéaste, il a dit que c'était nul, donc tu vois, t'as tort et tout. Ouais, en fait, j'ai jamais dit que c'était bien ou pas, tu vois, c'était pas ça le... Mais c'est hyper dur de faire passer une vidéo comme, je sais pas, une espèce d'autopsie du jeu, ou de n'importe quel autre média, une espèce d'autopsie, et de ne pas faire ressortir un avis ou pas faire en sorte que les gens perçoivent un avis. Franchement, moi, j'y arrive pas. En tout cas, j'ai pas encore réussi. Donc, En fait, forcément, ton avis il se ressent. De toute façon, ça, c'est clair. Mais c'est vrai que ce qui est dur, en fait, c'est de faire comprendre aux gens qu'on s'en fout. En fait, la vidéo, elle est pas là pour ça. C'est pas pour donner mon avis sur le truc, genre j'aime pas. Et ça, c'est vrai que c'est dur. Mais peut-être parce qu'il y a peut-être des précédents sur Internet où il y a toute une culture justement voilà, genre nostalgia critique. Tout à l'heure dans la conférence, tu disais que tu voulais plus faire ça, défoncer des films parce qu'ils sont mauvais. Et c'est vrai qu'il y a une facilité aussi sur Internet de dire ah, ça c'est de la merde, et tu vas expliquer pendant 20 minutes pourquoi c'est de la merde, et ça plaît aux gens. Et du coup, c'est 20 minutes que tu aurais pu passer sur autre chose, enfin, à parler d'autre chose, quoi. Et ouais. Mais après, aussi parce que peut-être que moi, j'avais fait une nostalgie critique ou quoi que ce soit, donc j'ai peut-être habitué les gens à donner un avis. Enfin, les gens, j'aime pas ce terme en fait, mais j'arrive pas. Les viewers, allez, les viewers à donner un avis. Puis j'avais fait BVS, qui est un avis très tranché. Et voilà, c'est à partir de là où je me suis dit, ouais, mais en fait, ça sert à rien d'ajouter ta pierre à l'édifice. Et ouais, mais c'est peut-être que c'est pour ça, je sais pas. Ouais, mais vraiment, j'ai l'impression, après, voilà, qu'il y a des personnes qui regardent une vidéo juste pour savoir si si t'es du même avis qu'eux. Et si jamais t'es pas du même avis qu'eux, ils ont l'impression que tu es en train d'insulter leur mère. Mais vraiment, c'est-à-dire que ça devient violent, alors que tu dis juste, bah non, mais ce film-là, je l'ai trouvé un peu moyen, et c'est vraiment... Donc je sais pas si c'est des conditionnements d'une nostalgie critique ou quoi que ce soit, qui est en fait une vidéo de pure mauvaise foi, certaines fois juste pour la blague. Enfin, le joueur du grenier, il y a des jeux où il dit qu'ils sont mauvais, mais c'est pour le show aussi. Et peut-être qu'il y a des gens qui prennent ça
on va dire premier degré, ou qui est vraiment, et du coup, et c'est difficile après de faire passer un message juste si tu as des personnes qui regardent les vidéos pour juste avoir un avis. Ils s'en foutent d'expliquer pendant 20 minutes, ils veulent juste savoir si tu as aimé ou pas. Et c'est très particulier. Mais c'est peut-être quelque chose qui va revenir plus tard, enfin peut-être que ça va... Mais voilà. Et c'est pour ça que je veux arrêter ça, parce que en fait, on s'en fout, quoi. Est-ce que c'est pas un biais du média un peu, enfin Internet au sens large, qui a très tendance à faire ça sur les réseaux sociaux, on partage ce qu'on aime, voilà, on clash ce qu'on n'aime pas, ou même YouTube en soi, pouce bleu, pouce rouge. Enfin. Je sais plus comment, c'est Absol ou qui faisait 2 types de vidéos. C'est lui qui fait les vidéos j'aime, mes chaînes YouTube Non, c'est pas aimées. Absol, c'est Antox Colaboy. Antox Colaboy, qui fait mes chaînes vidéo préférées et mes chaînes vidéo que j'aime pas. Et du coup, c'était récemment, il avait parlé en disant ouais, en fait, la haine sur YouTube, c'est un peu chiant. Mais il expliquait qu'il avait fait j'aime pas parce que en fait, c'est les vidéos qui étaient le plus vues. Et effectivement, ouais, ça fait bizarre de citer ce nom. Mais voilà. Mais bref, mais du coup, il y a quelque chose qui est très la haine contre quelque chose attire beaucoup les gens, en fait. Et oui, c'est très Internet parce que c'est souvent, en plus, c'est filmé vraiment sans artifice. Et toi, ta gueule avec la webcam et en disant oui, j'ai pas aimé ça, blablabla. Et donc il y a un côté franc, on va dire, et du coup ça attire beaucoup les gens de voir quelqu'un qui... Le drama attire toujours. Le drama est très vendeur. Et ouais, donc je pense que oui, c'est à cause du format Internet en même temps, quoi. Mais ouais, après, c'est peut-être particulier sur Internet, mais en vrai, c'est un phénomène qui existe pour tout. C'est un truc de construction identitaire, quoi. Tu te construis, c'est genre les équipes de foot, quoi. Et c'est vrai que c'est plus facile de se construire contre. On est ensemble contre un truc. C'est un truc qui marche beaucoup mieux. Et c'est vrai que sur Internet, moi je pense juste que ça se voit différemment sur Internet, mais j'ai pas l'impression que ce soit un truc particulier. À la limite, moi, le problème que j'ai avec ça, déjà j'ai un petit peu du mal avec le côté clanique. Genre, par exemple, là, le débat Marvel versus DC, tout à l'heure, je pense que si les gens pouvaient éviter d'avoir des vieux réflexes claniques sur des trucs comme ça serait bien, parce que c'est juste, ça peut être intéressant. Il faut arrêter de juste se construire son identité que sur des trucs comme ça. Je trouve ça aberrant. Et ce qui me gêne vraiment, c'est justement, pour revenir sur le côté les vidéos, c'est et certains trucs qui peuvent être dits quand on critique quelque chose. Critiquer, c'est pas forcément au sens négatif, c'est-à-dire c'est au sens d'esprit critique, quoi. Et nous, on essaie vraiment, par exemple, de faire comprendre que c'est pas parce qu'on critique un truc que déjà on n'aime pas, et surtout qu'on dit que c'est pas bien. Genre, quand on dit, je sais pas, on a fait plein de trucs sur les Disney, quand on dit tel Disney des années 40, il est super sexiste, c'est vrai, mais on n'a pas dit qu'on n'aimait pas, on aime beaucoup, et ça veut pas dire qu'il faut pas le voir. Enfin, ça veut pas dire que le film il est pas bien, mais on a quand même le droit d'être critique sur ce qu'on aime. Et ça, il faut un truc qu'on aimerait bien faire passer, quoi. Être critique sur les choses qu'on aime, c'est vachement important, quoi. Et c'est pas juste les renier ou être un traître ou je sais pas quoi, que de dire des trucs comme ça, quoi. Mais le coup de tous unis contre quelqu'un, c'est la morale de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est genre, on est tous différents, mais si on déteste la même personne, on est unis. Je sais plus, c'est un roux dans la prison où c'est Christian Clavier et Pascal Ngonzi qui se supportent pas, et puis en fait finalement ils sont tous alliés contre le roux. Et c'est ce genre de truc un peu nul, mais ouais, c'est comme ça. Et si on en vient au jeu spécifiquement, parce qu'après tout on est dans On un rebondit festival de là-dessus. jeux. Ouais, pas facile de rebondir. Non, mais sur le jeu spécifiquement, vous avez donc tous les trois une approche très différente, on va dire. Finalement, toi, tu abordes 100% du jeu. Toi, tu es pas mal partagé entre le jeu et le cinéma, finalement. Et toi, c'est très ponctuel. Et c'est vrai qu'on en avait discuté. Finalement, tu as fait surtout une vidéo sur le domaine du jeu. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, on va dire du jeu sur Internet, de la place du jeu aussi sur YouTube, finalement, parce qu'on n'a pas parlé de let's play, etc. Mais le jeu a une part hyper importante sur Internet maintenant, que ce soit le fait de jouer ou le fait de regarder des gens jouer ou le fait de parler de jeu. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait, et qu'est-ce que vous pensez que le jeu a particulier comme thématique, en fait, sur le net? En tout cas, ce qui est marrant, c'est que le jeu, c'est le début d'Internet, finalement, parce que Dailymotion, c'était que des personnes qui parlaient de jeux vidéo tout le temps, et même YouTube, les premiers, le joueur du grenier ou quoi que ce soit, la VGN, après il y a le Nostalgia Critique qui a fait autre chose, mais c'est surtout sur le jeu vidéo. Voilà, après j'ai pas plus de réflexion là-dessus, mais en tout cas je voulais juste dire. Alors peut-être que c'est pour des problèmes de droit,
que ça avait été fait ça, parce que du coup le rétro, on en parle peut-être, que le cinéma c'est montrer des images et du coup il y a peut-être des problèmes de droit. Mais du coup je pense que c'était aussi pour ça peut-être que c'était parti comme ça. Mais ouais, voilà, je sais pas quoi rajouter de plus, mais en tout cas voilà, c'était pour apporter le petit historique. Peut-être qu'il y a un truc aussi, c'est pareil, je suis pas expert, mais il y a peu de contenu dans les médias traditionnels sur le jeu vidéo, même si bon, quand j'étais gamin, il y avait comme des émissions de jeux vidéo et tout. Mais sur Internet, en fait, n'importe qui peut parler de ça, et c'est quand même un truc très important, le jeu, surtout, bon, c'est un peu générationnel, mais c'est quand même un truc très important, économiquement, culturellement, et qui est sous-représenté dans les médias traditionnels. Donc, ça se retrouve sur Internet, je pense, et c'est pour ça aussi qu'il y a autant que le gaming c'est aussi important peut-être sur Internet, c'est par effet de contraste où à la télé il n'y a pas. Et j'ai l'impression que la télé essaie de rattraper les wagons et que c'est un peu compliqué pour eux parce que du coup le public qui regarde des jeux vidéo sur Internet c'est un public qui regarde déjà plus la télé et c'est un peu compliqué. J'ai l'impression qu'il y a un fossé qui s'est creusé vachement autour du jeu là-dessus. En fait, j'ai pas de truc à dire particulier parce que c'est un sujet qui est hyper vaste et qu'on peut prendre par plein d'angles différents. Ce qui est assez marrant, c'est que moi, du coup, j'ai travaillé dans une grosse boîte de jeux vidéo et des petites boîtes avant. Et c'est tellement devenu indispensable pour les grosses boîtes, pour les petites boîtes, pour tous ceux qui font des jeux vidéo, d'être visible sur YouTube. En fait, c'est vraiment un énorme business. Les gens qui font du let's play, qui parlent de jeux vidéo. Pas forcément Là, c'est vraiment... je parle pas de nous, du coup, parce qu'on n'est pas du tout considéré dans cette cible qui va pouvoir faire pas de la pub, mais oui, si un peu quand même. Ouais, voilà, les influenceurs. Je sais pas, je pense pas qu'on soit des influenceurs. Bon, après, je vous connais peut-être pas assez, mais ouais, ce business de l'influence et tout ça, c'est assez énorme. Mais c'est un truc vraiment. Enfin, il y a moyen d'en parler. Comment c'est géré dans les grosses boîtes. Quelle est la place, je veux dire, les équipes marketing, quelle est la place qu'elles accordent à toutes ces vidéos sur YouTube. Et puis aussi du côté des let's players et tout, comment ils ont développé ça comme un business. Twitch, c'est encore tout jeune, franchement, c'est encore super jeune. Il y a encore des success stories de ouf sur Twitch, des gars qui explosent du jour au lendemain et tout, genre Ninja, le streamer de Fortnite, oui, et puis PUBG aussi, ouais, qui a popé genre de nulle part et le mec il se fait 500 000 balles par mois maintenant, tu vois. En un mois, il fait des vidéos avec Drake, je crois, je sais plus quoi, il fait genre des lives avec Drake et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais ouais, du coup, c'est hyper large. je sais pas comment cerner ce sujet. Mais... Moi, j'ai une question pour vous deux, mais un peu spécialement toi. Je découvre un petit peu toute la phase, enfin toute la branche jeux vidéo sur Internet, mais vulgarisation, du coup, enfin discours sur le jeu. Ouais. Et alors pourtant il y avait ça sur jeuxvideo.com. J'ai l'impression que c'était un truc genre super important quand il y avait Jules, merci à l'époque des chroniques etc., et tout, les chroniques, enfin toutes les chroniques de JVC. Et je redécouvre ça maintenant. Je vois qu'il y a plein de gens qui font ça, dont toi, donc ils font de la théorie du jeu, etc. Et il y a un décalage énorme entre toute la frange let's play, un divertissement autour du jeu, type Squeezie, etc., et tout cet écosystème-là de discours sur le jeu. Et pourquoi il y a un tel décalage J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'effet d'entraînement entre les deux, c'est assez étrange. Alors, il y a deux trucs déjà. Je pense que forcément, quand tu vas entre divertir et essayer de faire passer un message, etc., d'analyse, tu vas restreindre énormément ton public dès que tu sors du divertissement pur. C'est pour ça aussi que, en plus, j'ai l'impression que moi, par exemple, dans mes vidéos, je me suis de plus en plus assagi, on va dire, et que maintenant, quand je fais des vidéos, il n'y a pas beaucoup de divertissement. J'essaie de rythmer le truc, etc., mais c'est quand même, ça reste une analyse et tout. Donc je sais que ça va pas toucher beaucoup de monde, et je pense que c'est très très dur. En fait, c'est un exercice hyper complexe de faire un truc qui va être un peu à la fois ludique, divertissant, mais qui va apporter des connaissances, et pour toucher un large public. Ça me paraît limite impossible. Donc c'est pour ça qu'il y a un fossé entre une certaine facilité de faire du let's play, ça peut fonctionner, ça peut toucher plein de monde, et puis ça peut vite, il y a une sauce qui peut vite prendre, et j'ai l'impression que l'exercice d'analyse, c'est un truc qui se fait sur la durée. C'est-à-dire que tu sais que tu vas pas buzzer du jour au lendemain en faisant de l'analyse, et que ça va être un truc de, voilà, il va falloir tryhard pendant 2 ans à faire tes vidéos qui vont grimper au fur et à mesure, et je pense que ça, déjà, ça creuse un fossé. Ensuite, sur le fait que tu dises que l'un n'entraîne pas l'autre, je pense que c'est en train de changer un petit peu.
Moi, j'ai l'impression. Alors, tu vois, par exemple, tu parlais de. T'as cité Squeezie au pif, j'imagine comme ça. Bah, Squeezie, moi, parfois, je regarde ce qu'il fait et je trouve que on a de la chance que Squeezie soit devenu Squeezie et que Squeezie soit pas devenu PewDiePie, par exemple, tu vois. Et je trouve que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est juste que PewDiePie, bon voilà, c'était un peu le. Voilà, Squeezie, c'est notre PewDiePie français. Et PewDiePie, c'est un mec hyper huge. Je pense que tout le monde le connaît ici. C'est genre 60 millions d'abonnés. Et il fait des vidéos hyper polémiques. Franchement, j'en ai regardé une il y a quelques jours de lui. Il raconte vraiment de la merde. Et c'est chaud, quoi. Et Squeezie et PewDiePie, ils étaient pareils au début. Tu vois, ils avançaient en parallèle comme ça. Et PewDiePie, il est parti dans une direction un peu chelou, là. Et Squeezie s'est dit, tiens, en fait, genre dans mes vidéos, j'ai plein de gens qui me suivent, bah, je vais parler de jeux un peu intéressants parfois. Et par exemple, il parle des jeux de Nick Case, qui est un game designer américain, qui fait des vidéos hyper intéressantes sur, par exemple, il va parler de théorie des jeux, donc tout ce qui est théorie mathématique sur les jeux, etc. Il va parler des effets de masse, etc. Mais en jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il va faire un jeu qui va parler de tout ça et tout. Il me semble que c'est même publié dans des journaux américains, genre des journaux sérieux et tout. Et Squeezie fait des vidéos là-dessus, quoi. Squeezie, il a fait une vidéo sur un jeu français qui s'appelle Enterre-moi mon amour, qui est un jeu qui parle de réfugiés syriens. Tu joues sur une application qui émule WhatsApp ou un truc comme ça, le compagnon d'une réfugiée syrienne, et tu vas lui donner des conseils, elle te raconte son... J'ai plus de son, si c'est bon. Et en fait, Squeezie, il a mis en scène cette vidéo pour parler d'un jeu qui est hyper politique. Et je dis pas qu'il est... Je pense que Squeezie, il n'a pas d'opinion politique forte ou quoi. Par contre, j'ai l'impression qu'il a cette volonté, au fur et à mesure, et d'autres vidéastes, je parle de Squeezie, parce que voilà, c'est un exemple qui parle, mais qui ont cette volonté d'un peu élargir et leur public, et surtout pas d'éduquer, c'est un mot un peu fort, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, les vidéastes connus, ils sentent qu'ils ont une responsabilité quand même vis-à-vis de la visibilité qu'ils ont, etc. Et ça change au fur et à mesure. Doucement, mais ça change un petit peu. Voilà, après, mon avis, c'est peut-être pas le cas, peut-être que je suis trop optimiste, et je sais pas. Non, mais peut-être que juste il mûrit Squeezie finalement, parce que le Squeezie d'il y a 2 ans, c'était pas du tout celui de maintenant, quoi. Mais ouais, il y avait eu une histoire sur des histoires d'harcèlement, notamment avec Squeezie, et du jour au lendemain, d'un seul coup, il s'est dit, alors, finalement, le harcèlement, c'est pas cool. Et c'est peut-être à partir de là aussi où il a commencé à changer. Alors que 6 mois avant, c'était j'en ai rien à foutre, quoi. Et d'un seul coup, il a changé. Mais t'as raison, il y a un truc tout bête que tu viens de dire, c'est vrai, les gens grandissent en fait. Oui, c'est ça, mais je pense qu'ils grandissent en fait. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont commencé super jeunes sur YouTube et ils sont en train de grandir. Mais tu vois, ils sont tellement dans une bulle en même temps, en tout cas tel que je l'imagine, qu'ils auraient pu ne pas changer. Ils auraient pu rester dans un côté très fermé sur eux-mêmes, une espèce de classe dominante, tu vois, qui n'a pas besoin de se soucier des problèmes des autres. Et je trouve qu'ils arrivent à en sortir et à être un peu bienveillants, etc. Donc moi, je trouve ça plutôt cool. Mais ça a mis du temps, mais ça arrive. Ouais, mais oui, voilà, je pense que c'est ça. Même moi, mes premières vidéos, je pensais pas vraiment ce que je faisais. Enfin, je faisais ça pour le fun et tout ça. Puis après, quand je la revois maintenant, j'étais un peu. J'aurais peut-être pas dû dire ça ou ce genre de choses, quoi. Et ouais, tu grandis, en fait, tu rencontres plein de gens et effectivement, peut-être que Squeezie maintenant il est aussi bien entouré avec d'autres gens différents, mais tu rencontres des gens, puis tu commences à avoir un recul sur les autres, sur toi, enfin je pense vraiment ça. Ouais, je pense que c'est juste une question d'âge, peut-être. Ouais. Mais oui, il y en a qui restent dans leur bulle et puis c'est fini. Jusqu'au jour où il y a un truc qui va les faire déclencher et qu'ils vont se dire finalement peut-être que faut que je change. Mais ça progresse, c'est bien. Enfin, il y a du progrès, quoi. Donc. Puis c'est vrai que du coup, tu disais un peu la différence en fait entre, on va dire, divertissement et culture, on va dire, enfin entre les let's play purs et durs et le côté je veux faire réfléchir. Mais je me demandais aussi, bon, je vous suis tous les trois sur YouTube, mais est-ce que vous faites aussi des lives? Est-ce que c'est un autre type de support pour vous? Est-ce que, je sais pas du tout si vous pratiquez, et ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est aussi un relais qui peut être intéressant, ne serait-ce que pour interagir plus facilement avec le public? Moi, j'ai pas internet pour les lives, donc du coup, je peux pas. J'ai pas la connexion, donc j'aimerais bien en faire, mais je peux pas. Donc voilà, du coup, vous laissez. Je sais pas, moi je fais des lives depuis pas longtemps et de jeux du coup. On fait des trucs, mais c'est un peu particulier parce qu'en fait je prends un jeu qui s'appelle Banner Saga
où il y a beaucoup de choix à faire. C'est un jeu tactique, des combats. Et en fait, je fais voter les gens sur le chat, comme beaucoup de gens font sur Twitch et tout. Mais je le fais sur ce jeu-là parce qu'il n'est pas très joué et ça me fait marrer. Mais ça, à la limite, c'est un truc parce que j'ai la connexion. Et juste, c'est vraiment tout nouveau et c'est une interaction qui est complètement différente. C'est pas pensé en amont et tout. Donc voilà, j'ai pas plus que ça à dire là-dessus. C'est un outil qui est super cool, mais je sais pas trop quoi en faire moi personnellement vis-à-vis de notre chaîne. Ouais, je suis un peu dans la même situation que toi, c'est-à-dire que j'en fais depuis pas très longtemps, j'en fais de temps en temps. C'est hyper intéressant. Forcément, ça fait tout de suite diminuer le niveau de ce que je dis. C'est-à-dire que c'est bon, entre les vidéos que je passe 40 heures à faire et le live où c'est en direct, le niveau de réflexion n'est pas le même, quoi. Mais j'essaye parfois d'analyser en direct, etc., le jeu auquel je joue, donc c'est marrant, même si je passe quand même plus de temps à dire putain qu'à vraiment réfléchir dans ma tête. Et c'est très marrant. Et après, le côté interaction avec le chat, c'est vrai que c'est cool de temps en temps discuter un peu avec le chat. Moi, ça va. En plus, je suis pas un gros vidéaste ou quoi, donc j'ai pas trop de monde dans le chat, donc c'est encore suivable. Quand je joue pas à n'importe quel jeu, genre un jeu trop frénétique, genre Cuphead, ça c'était pas une bonne idée. Tu vois, et après, moi, c'est très marrant. Je pense que c'est très spécifique à ce que je fais, mais il y a tout le temps des gens dans le chat et de manière générale, mais dans le chat aussi, qui me demandent des questions sur qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour être game designer, ce genre de trucs. Moi, depuis que je fais des vidéos de game design, je suis devenu conseiller d'orientation. Franchement, je vous jure, je reçois quasiment tous les jours un mail ou un message de quelqu'un qui me dit où est-ce qu'il en est dans ses études, comment il fait pour devenir game designer. Tu vois et ça arrive tout le temps dans le chat aussi. Je sais pas si vous avez ce genre de trucs. Non, après, moi, pour les 2 fois où je l'ai fait, le chat, pareil, c'est un chat où il y a pas beaucoup. J'essaie de le préparer un peu en avance pour que les gens se donnent rendez-vous un petit peu. Mais bon, c'est un jeu très calme, Banner Saga. En plus, ça en pose tout le temps. Donc on peut discuter de plein de trucs, parler de Cinoche et tout. Et j'ai le truc de comme on a une image politique aussi sur la chaîne. Quand on joue à Banner Saga, on fait essentiellement beaucoup de blagues. Et sur le chat, ces gens font beaucoup de blagues politiques sur le jeu. On fait, par exemple, voilà, on arrive dans une ville et le mec s'est enfermé à l'intérieur, il veut pas prendre les réfugiés, donc on l'a appelé Gérard Collomb. Tu vois. Enfin, en fait, c'est qu'une ambiance comme ça, donc c'est très particulier, c'est lié à l'image aussi, et les gens ils viennent se défouler, en fait, faire des blagues, voilà, des blagues un peu d'actualité, trucs comme ça. Mais c'est dû à une autre image aussi. Mais je pense que cette question-là, vraiment sur l'utilisation du live par des gens qui essayent de faire du contenu, on va dire vulgarisation pour aller plus vite, voilà, comme nous on peut faire, c'est une question qui sera très intéressante à poser dans 1 an ou 2 ans, quand on aura un peu mûri sur le sujet, quand on se sera vraiment emparé de l'outil live, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Il y a des gens qui essayent d'en faire des choses intéressantes. Moi, je suis plein de petites chaînes de jeux vidéo, plus ou moins petites d'ailleurs, qui essayent de faire du contenu de fond sur du jeu indépendant, comment ça se passe, du game design, le jeu de manière générale, des chaînes comme Game Spectrum ou Un bot dans la rame, ce genre de choses. Ils font des émissions super intéressantes. Par exemple, Game Spectrum, ce qu'il fait, c'est une super chaîne d'ailleurs, si vous voulez aller y jeter un œil. Très intéressant. Il a fait sa grosse vidéo qui a buzzé, c'était genre Squeezie, en quoi il influence le game design des jeux. Donc en quoi les youtubeurs influencent le game design des jeux, hyper intéressant. Et après il a fait un espèce de documentaire de 40 minutes sur l'effondrement des ressources qui permettent la fabrication des jeux vidéo, vraiment fabrication physique, hyper intéressant aussi. Et lui il utilise le live pour faire du jeu vidéo, comme tout le monde, mais aussi, par exemple, pour revenir sur son épisode 4 jours après. Genre 4-5 jours après, il va faire un live spécifiquement sur son épisode, où il va répondre aux questions des gens et tout. Donc c'est hyper intéressant, mais c'est encore tout récent. Et voilà, je pense vraiment que dans 1 an ou 2, tu vois, on aura des vraies réponses, et on aura un peu réfléchi au sujet, et un peu plus expérimenté. Là, c'est peut-être trop récent pour les gens qui font ce que nous on fait. Ouais, ça me fait penser que j'entendais depuis pas si longtemps que ça, quelques mois, souvent des youtubeurs dire que YouTube c'était un réseau social. Et c'est vrai que moi je l'utilise absolument pas comme un réseau social, je pense que je fais plus partie de l'énorme majorité qui se tait sur YouTube et qui se contente de regarder. Mais c'est vrai que vis-à-vis de ça, enfin, on parlait des lives, il peut y avoir un côté participatif dans la niche, je sais pas, voilà, analyse de game design en participatif, ça peut être vachement intéressant. Mais est-ce que du coup vous travaillez un peu aussi avec votre communauté, vous cherchez à interagir particulièrement? Parce que c'est vrai que voilà, donc le côté live c'est peut-être un outil à manipuler, à découvrir dans les années à venir, mais est-ce que c'est déjà pas un peu le cas avec des choses comme YouTube, mais peut-être aussi d'autres plateformes, qui permettent, je sais pas, de vous aiguiller
là-dessus, d'être influenceur et influencé? Moi, beaucoup sur Twitter, partager des articles, choses comme ça. Mais je sais qu'il y a pas mal de vidéastes, par contre, qui font des débriefs justement d'épisodes, ouais, justement après pour voir là où ils ont été peut-être pas trop explicatifs, hein, ce genre de choses. Il y en a pas mal qui font ça côté didactique. Mais voilà, non, mais moi c'est juste Twitter et puis j'utilise comme un outil de relais pareil, je relais des informations, quoi, des articles, des choses comme ça. Puis des fois, je donne mon avis sur des choses et puis ça part en drama. Mais voilà, c'est Twitter. Mais voilà, mais c'est très rigolo. Mais sinon, si sur les commentaires, j'essaie toujours de répondre au maximum de commentaires. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui commentent, mais qui ne pensent pas qu'on va lire les commentaires. Et du coup, c'est très très drôle. Il y avait quelqu'un qui avait créé un pavé pour m'insulter. Et après, j'ai juste répondu OK. Et après, il s'est excusé tout le pavé derrière. Et des fois, il y a des gens, donc, je pense, qui utilisent des commentaires juste pour se défouler sur quelque chose. Et après, quand tu leur dis, quand tu réponds, ils font non, mais je voulais pas dire ça. Enfin, il y a tout un côté. Donc, c'est très particulier. La magie des trolls d'Internet. Ouais, c'est très particulier. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qui commentent sans penser qu'on va lire les commentaires, quoi. Et ça peut être très blessant, mais il y en a toujours. Mais encore, enfin, nous, ça va, on est des gars, donc on est assez tranquille de ce côté-là. Après, il y a le truc, c'est vrai que les vidéos, en plus depuis, on peut plus mettre d'annotation sur les vidéos, et du coup c'est chiant parce qu'on peut plus se corriger. Et il faudrait réuploader les vidéos et tout. Enfin, ça serait terrible. Donc, enfin, c'est compliqué des fois. Moi, il y a des trucs que j'aimerais trop corriger sur des vidéos par ce qu'on m'a dit en commentaire. Mais du coup, pas trop. Après, moi, je suis très. J'écris un peu dans mon coin avec ma co-autrice du coup, et il y a vraiment que elle avec qui je discute du truc et qui me corrige vraiment, qui me dit non, tu fais pas ça et tout machin. Mais je suis pas très j'aime bien faire mon truc jusqu'à ce qu'il soit fini, le proposer. Après c'est bien ou pas bien, vous me dites. Je lis tous les commentaires et je réponds. Parce que comme on n'a pas une grosse chaîne, on peut se permettre de répondre à tous les commentaires. Bon, si c'est juste c'était cool, on va pas mettre merci tout le temps partout, mais on met un petit like maintenant. Mais par contre, il y a des trucs du style, chez quasiment toutes les vidéos qu'on a, il y a toujours au moins un commentaire, genre quelqu'un qui dit un truc, des fois contre en plus la vidéo, mais genre qui est trop intéressant, quoi. Et maintenant, moi, par exemple, je les épingle, donc je les mets en top commentaire. Et ça c'est trop bien, quoi. Parce que tu as des trucs dont tu n'as pas parlé, et tu te dis putain, c'est super bien vu, quoi. Même si c'est un reproche, genre ah, mais en fait, tu dis ça, mais ce que tu n'as pas pensé, c'est que. Tu dis ah, mais oui, mais carrément, c'est trop bien vu. Mais on n'a pas d'autre solution, parce que c'est une vidéo. C'est pas un post qu'on peut modifier, ou qu'on peut supprimer, ou refaire un truc. Enfin. Alors, tu vas pas refaire une vidéo d'excuses pour ce que tu as dit les merdes, ou même genre, au fait, dans une vidéo, j'ai dit ça. Il y a des gens qui le font, genre des vidéos où ils reviennent. Ça se fait quand même de plus en plus, les vidéos de réponse à une réponse à une réponse. Ah oui, bah, il y a ça. Ça, par contre, c'est réseau social, mais réseau social par vidéo interposée, ça demande comme du boulot, quoi. Faut quand même. Bon, après, il y a des gens juste, ils allument leur webcam et ils disent oui, tu as dit de la merde parce que ça. Mais c'est compliqué, ouais. C'est un réseau social, ok, mais c'est une forme très très particulière de réseau social qui correspond pas du tout à Twitter, où justement là, par contre, tu as des interactions beaucoup plus immédiates, où tu peux discuter et tout, même si tu peux discuter en commentaire. Mais il faut avoir vu la vidéo. Enfin bon, il y a des gens qui commentent sans avoir vu la vidéo. Mais... Oui, ça c'est énorme, les gens qui commentent pendant qu'ils regardent la vidéo. C'est très très drôle. Je trouve que tu as fait une erreur ici. 2 minutes plus tard. Ah non, je vois que tu n'as pas fait d'erreur finalement, ce que tu en parles. 2 minutes plus tard. Ouais, mais c'est quand même très cool. Insupportable. Et puis moi j'ai appris que les youtubeurs pouvaient mettre des commentaires en top commentaires. Ouais, c'est épinglé, je crois. C'est pas la même chose que le top commentaire. Je crois que top commentaire, c'est le truc quand tu la mets pas dans l'ordre chronologique, mais au-dessus, tu as un truc, c'est commentaire épinglé. Et c'est du coup le premier que tout le monde verra. Oui, c'est trop bien, les petits cœurs, on peut liker les commentaires. Et comme ça, maintenant, on sait que on les a vus. Enfin, les gens savent qu'on les a vus. C'est trop mignon. Et les gens vous surveillent comme ça. Vous êtes bien assidus. Et une question bête, mais depuis tout à l'heure, on parle... Enfin, à un moment, donc j'ai commencé à parler de jeux. On parle systématiquement de jeux vidéo. Pourtant, je pense que vous êtes aussi joueur de jeux de société. Alors vous deux, je sais. Toi, je ne serais pas surpris, ne serait-ce que pour le côté game design, parce que c'est intéressant. Pourquoi que du jeu vidéo ? Déjà sur Internet, bon, après, il y a une question de support aussi. Mais pourquoi vous ne parlez que de jeux vidéo ? Je crois, je me trompe peut-être. Mais... Parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses à dire sur un jeu de société, un jeu de rôle, etc. Pour la forme, surtout. Enfin, justement, c'est une question que je me suis posée plusieurs fois, parce que je fais une émission qui s'appelle Les Dés sont jetés, mais j'en fais assez rarement. Et c'est du let's play de partie, en fait. Parce que si tu montes, tout de suite, tu commences à perdre l'intérêt du jeu, puisque tu commences à trafiquer, finalement. Si tu commences à monter, à faire un commentaire ou quoi que ce soit, tu trafiques. Et c'est très, très compliqué à montrer le jeu de société.
Trick Track, ils le font, c'est du débat. Enfin, c'est indigeste finalement parce que c'est 20 minutes de pont c'est comme un let's play sauf que c'est juste une boîte que tu filmes et enfin voilà pourquoi je vois pourquoi je pense que c'est très compliqué de parler de jeux de société parce que c'est très compliqué de le montrer d'une manière didactique et intéressante et sans qu'il y ait un trou de 20 minutes où les gens sont juste en train d'attendre le tour suivant de la personne et voilà c'est très très compliqué et il y en a qui font ça, qui sortent des vidéos, mais c'est pareil. Et puis c'est un public de niche aussi, donc ça intéresse peu de gens finalement. Par rapport aux jeux vidéo, c'est ça. Non, oui. Enfin, je ne veux pas dire que c'est mais sur YouTube, c'est un public de niche finalement. Et du coup, donc il y a des gens qui se disent, je vais pas prendre du temps à parler de jeux de société parce que ça va pas faire beaucoup de vues. Et du coup, alors que donc voilà, il y a ça, il y a et vraiment le problème j'aimerais bien filmer des parties de jeux, quoi, parce que moi j'adore ça. Moi je lisais les parties commentées. Ça, j'adore lire ça, mais du coup, comment tu peux montrer ça ? Il faut plusieurs caméras, il faut qu'il y ait une régie. Chez Trick Track, c'est n'importe quoi. Ils ont une régie de ouf et des trucs comme ça. Enfin, il faut du matos pour montrer ça intéressant. Pour montrer ça, que ce soit intéressant. Le jeu vidéo, tu as juste à streamer, tu t'enregistres la partie et c'est bon. Et c'est très très compliqué et c'est dommage parce que j'aimerais voir du jeu de société vraiment plus quoi. Mais ce dont tu parles finalement ça serait l'équivalent d'un let's play de Ouais, format c'est ça. jeu vidéo mais finalement ce que vous faites tous les trois c'est pas du let's play. Ça pourrait être plus facilement transposable sur d'autres types de jeux. Enfin, il y a peut-être moins à dire sur le développement d'un jeu de société qu'un jeu vidéo. Je sais pas, je me forme pas là-dessus et je ne pense pas justement. Plus de choses à dire, mais moi je me sens pas assez. Je me sens c'est pas. peut-être une question de. Je me sens pas légitime pour en parler. Je suis juste joueur du coup, effectivement, ça pourrait être intéressant, mais c'est pareil, c'est du temps. Et il faudrait que le jeu de rôle ça ait reparti parce que le jour du grenier a fait aventure quoi. Et justement il s'est dit moi j'ai envie de parler de ça. Ils ont réussi à trouver un format qui est ludique, qui fonctionne quoi. Et maintenant le jeu de rôle est parti parce que il faut qu'il y ait un youtubeur, une youtubeuse connue qui en parle et du coup ça va lancer la vague. Mais tant qu'il y a pas ça et que c'est pas encore lancé pour le cinéma, c'est quand le Fossoyeur, Karim Debache sont arrivés et là du coup moi je faisais des vidéos de cinéma mais les gens regardaient pas plus que ça et du coup il y a eu ce mouvement qui est parti et c'est ça pour toujours pareil pour pour les vidéos scientifiques c'est pareil, il y a Antoine Daniel qui en a parlé dans des vidéos à la fin de ces trucs et puis boum, ça a lancé le mouvement quoi. Donc faut juste attendre qu'il y ait un mouvement qui part. Et mais je vois ce que tu veux dire en plus sur le fait que t'es pas obligé de faire le let's play logiciel, enfin le let's play de jeux de société c'est hyper compliqué, mais même si on voulait, moi j'aurais plein de trucs à dire sur le jeu de société, mais même là techniquement c'est compliqué pour illustrer parce que ça bouge pas. Parce que ça bouge pas, mais par exemple là demain je fais la conf jeux et politique, venez, et je vais parler de jeux de société, genre je vais parler du Monopoly, des wargames et tout, d'où ça vient et tout, parce que j'avais fait des recherches, il y a plein de trucs super intéressants à dire qui collent complètement à ce qu'on fait sur la chaîne. C'est-à-dire qu'il y a des sujets de société, et tout derrière. Et c'est de ça dont on va parler, c'est pile poil. Sauf que si je dois faire ça en vidéo, c'est pas impossible, mais qu'est-ce que je mets ? C'est-à-dire que le Monopoly, à un moment donné, une boîte de Monopoly, je vais pas la mettre qui tourne comme ça en rond pendant 20 minutes, quoi, le temps de faire de l'analyse. Donc il faudrait que j'ai un jeu de Monopoly, que j'essaie de faire des jolis plans avec, mais faire des jolis plans avec un jeu de Monopoly, bon, c'est compliqué. Par contre, ce qui peut être pas mal, effectivement, moi j'aimerais bien l'utiliser comme outil de mise en scène. Le jeu de société, ça par contre c'est trop cool. Et j'y réfléchis régulièrement, je l'ai jamais fait. Et là j'ai une idée d'ailleurs. Donc je vais peut-être le faire au bout d'un moment. Mais parce que c'est hyper cinématographique le jeu en fait. Ça c'est trop bien. Mais par contre ça voudrait dire que du coup il faudrait écrire une mise en scène. Genre si on doit parler du Monopoly, où il joue vraiment au Monopoly. Donc faut scénariser une partie de Monopoly où il y a un mec qui s'interrompt. On avait participé à une vidéo d'une chaîne qui s'appelle Coop Osmosis. Et où on a juste fait on fait les acteurs dedans. Et ils parlent de Divinity Original Sin 2, donc c'est une chaîne qui parle de jeux vidéo en coop. Et ils avaient fait une mise en scène jeu de rôle. On joue à un jeu de rôle et ils s'interrompent tout le temps pour faire une chronique. Et bon, après c'est un gag du coup, c'est-à-dire que la partie commence jamais parce que en fait les mecs s'interrompent pour parler de l'histoire du jeu de rôle. Donc en fait en tant que truc de mise en scène, il y a vraiment des choses à faire, mais ça demande quand même une réflexion particulière, tout simplement parce que t'as pas d'extrait, t'as pas de matière, vraiment t'es obligé de la faire toute toi-même quoi. Ouais, pour vraiment rebondir sur ce que tu dis, en fait, j'imagine moi si je devais faire une vidéo sur vraiment décortiquer le game design d'un jeu de plateau,
d'un jeu de société. Le truc c'est déjà une problématique qu'il y a quand, par exemple, je parle d'un jeu vidéo, c'est qu'il faut contextualiser un peu le jeu. C'est-à-dire que si tu montres un extrait du jeu à un moment, il va pas complètement parler pour lui-même. Il va falloir raconter un peu les règles du jeu, les mécaniques, un petit peu d'histoire, ce genre de choses. Et après, une fois que tu as mis ces bases-là, tu vois, par exemple, ça va être à chaque fois les 2-3 premières minutes de ma vidéo, je peux rentrer dans le détail de pourquoi ça marche précisément ce petit truc-là ou autre. Et en fait, si c'est possible de faire ça avec seulement 2-3 minutes d'intro, c'est parce que le jeu vidéo, c'est de la vidéo, ça bouge, et en fait, il y a plein d'informations sur les règles, etc., qui sont transmises directement par le jeu. C'est les signes feedback, c'est ce genre de choses. Et en fait, ce que je verrais comme gros souci sur un jeu de plateau, pour l'expliquer, c'est qu'il y a beaucoup des règles et autres qui sont uniquement dans l'esprit des joueurs, en fait. Et du coup, ce serait hyper compliqué de présenter, je sais pas, une action faite dans un jeu de plateau, genre je sais pas, un échange de cartes entre deux joueurs, et il faudrait expliquer ce qu'il y a dans l'esprit de chaque joueur, il faudrait expliquer pourquoi ils ont fait ça, etc. à tel moment, pourquoi c'est intéressant. Je sais pas, peut-être que je pense ça maintenant et que c'est pas vrai, mais à mon avis, ce serait beaucoup plus compliqué parce que le jeu papier parle pas autant pour lui-même que le jeu vidéo. L'explication de règles quand une partie de société, c'est toujours un pont de 20 minutes où tu as envie de jouer et du coup on est obligé de t'expliquer la règle et c'est frustrant et ouais sinon c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Ça doit être possible, mais Dans un format court. Ouais, c'est ça. Comment tu peux faire 20 minutes d'explication de règles en ludique et en intéressant Ok, bah merci. Ça doit exister. Il y a sûrement Ça doit des se chaînes faire. qui le font très bien, mais mais voilà. Comme avant, du coup. C'est ça, ouais, on les connaît il- pas forcément. Mais c'est vraiment un système de réflexion, une réflexion il faudrait un jour. Enfin, c'est vraiment un truc qu'il faut faire. Du coup, peut-être, vu qu'il va commencer à être l'heure de passer aux questions, peut-être pour finir, dans le futur, vous voyez comment ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez sur Internet, alors on parlait tout à l'heure de professionnalisation, est-ce que vous voulez continuer au même rythme? Est-ce que vous pensez que, je sais pas, que YouTube va prendre une place encore plus importante et que les choses vont grimper, que la culture sur YouTube va grimper? Vous avez quoi comme vision pour l'avenir? C'est beau. J'ai une vision pessimiste, mais parce que parce que je sais pas en fait. C'était la dernière vidéo du joueur du grenier qui était très cool sur Rambo avec un propos super intéressant en disant nous on voulait juste faire des bonnes vidéos et il y a quelqu'un qui fait ouais mais c'est pas comme la télé, regarde ils sont en train de faire exactement la même chose et je pense que ça va devenir la télé plus puisque déjà les chaînes ont déjà la main mise sur plein de chaînes du net et en plus il y a on parlait du jeu vidéo qui donne de l'argent et du coup ça va. Je pense que ça va partir vraiment là-dedans parce que c'est facile en fait de faire du contenu qui buzz, du contenu machin facilement. Facilement. Mais je veux dire, tu peux y arriver facilement, on va dire. Et qu'il y aura de moins en moins de vidéos travaillées. Après, c'est vraiment une question, mon point de vue pessimiste, parce que les personnes comme Antoine Daniel, comme même Mathieu Sommet commence à revenir, mais se sont fatigués en fait d'essayer de faire ça et de voir qu'il y a autre chose qui cartonne à côté, quoi. Et voilà. Mais c'est vraiment vision pessimiste. Mais moi j'ai l'impression que c'est que la plupart des vétérans, genre du grenier, tout ça, où normalement ils vont être fatigués, juste, ils vont se dire bah c'est bon, allez-y, regardez vos vlogs et puis c'est pas grave, quoi. Mais voilà. Il y a des bons vlogs, hein, je dis pas, mais je vois le mauvais vlog, on va dire. Hein, mais voilà, tu vois. Moi j'ai une vision optimiste, donc Benjamin, tu fais le milieu. Tu vois. Vas-y, je te laisse. Ah non, faut que. Tu veux que je afficher mette l'opposé direct? Thèse, antithèse, Ok, synthèse. d'accord, très bien. Du coup, moi j'ai une vision vachement plus optimiste du contenu un petit peu, on va dire, de fond, ce genre de choses. J'ai l'impression que avec les années, on a de plus en plus de moyens en tant que vidéaste. C'est pas encore parfait, hein, mais on a de plus en plus de moyens qui se débloquent pour nous donner la possibilité de vraiment passer du temps sur nos vidéos, de faire du contenu de fond, du contenu travaillé. Et c'est des possibilités qui ne sont pas offertes à des gens qui font que du divertissement. C'est-à-dire que le CNC, des choses comme ça, les droits d'auteur, bon les droits d'auteur c'est pour tout le monde, mais les droits d'auteur, les trucs comme Tipeee, ce genre de choses où les gens font des dons, ça c'est pas des choses qui vont spécialement toucher les gros vidéastes divertissement, etc. Je veux dire,
je sais pas moi, un mec comme Squeezie, il fera pas de Tipeee parce que d'une, je pense qu'il en a pas du tout besoin. Et en plus, je suis pas sûr qu'il y aurait tant de personnes qui donnent que ça parce que tout le monde sait qu'il en a pas besoin. C'est plus des petits vidéastes comme nous qui font du travail un peu on va dire de fond, qui peuvent toucher un public assez intéressé pour voilà, donner de temps en temps. Et il y a des petits moyens qui se grappillent au fur et à mesure. Il y a de plus en plus de public. Moi, je veux dire, j'ai commencé à faire des vidéos, je sais plus il y a combien de temps, ça doit être 3-4 ans. Au début, il n'y avait personne qui regardait des vidéos de game design, tout le monde s'en foutait, quoi. Et maintenant, il y a de plus en plus de petites chaînes de game design qui pop sur Internet. Et forcément, plus il y a de chaînes qui en parlent, plus il y a de gens qui sont au courant, plus ça ramène du monde aussi sur la mienne ou ce genre de choses. Et en vrai, ça grossit, quoi. Mais après, c'est vraiment mon truc à moi. Les chaînes de science, il y en a de plus en plus aussi qui prennent de l'ampleur, etc. Donc moi, je trouve ça plutôt cool pour le futur de YouTube. Je suis pas sûr que ce sera parfait, que ça va pas se casser la gueule à un moment, mais j'ai l'impression que ça s'améliore. Donc voilà, on va essayer de voir ça de côté positif. Ouais, mais je vais vraiment faire entre les deux. En plus, c'est vraiment ce que je pense. Ça tombe bien. En fait, je pense que ça va se normaliser entre guillemets, comme tu disais, c'est un peu pionnier là. Et ouais, je pense qu'il y aura une économie du buzz. Et ça va se normaliser comme ça, c'est-à-dire qu'il y aura une économie un peu des trucs qui marchent à donf et ça changera toutes les 2 semaines. Qu'est-ce qui marche? Il y aura des gens qui monteront, qui redescendront, et il y aura des financements. Alors effectivement, on a la chance en France d'avoir des financements publics et qui commencent à arriver justement dans j'allais dire l'audiovisuel du web, mais aussi c'est un peu ça, et qui permettront de financer des contenus culturels, etc., ce genre de choses. Le crowdfunding, il y aura je sais pas, même, enfin, maintenant il y a des journaux, genre type Mediapart, qui financent des vidéos. Bon, toi, tu as Gamecult aussi, tu travailles à Gamecult, donc c'est du jeu vidéo, donc ça fait longtemps qu'ils s'en sont emparés, mais il y a des sites qui peuvent payer des produits. C'est cher de produire une vidéo. Enfin, donc quand on le fait tout seul, bon, ben, une fois que tu as le matos et tout, tu peux faire des trucs un peu à l'arrache. Nous, voilà, on fait un petit peu comme ça, mais ça coûte cher. Et je pense que ça va se normaliser entre les deux, c'est-à-dire qu'il y aura des trucs qui cartonneront parce que c'est le truc qui marche en ce moment, et il y aura une économie de voilà, mais comme à la télé, il y aura des trucs qui cartonnent à la con, et tu auras toujours C'est pas sorcier ou des trucs. En fait, je regarde plus la télé, donc j'ai pas d'exemple qui existe, des trucs qui existent encore. Mais enfin, il y aura des trucs comme ça. Et c'est vraiment, effectivement, je pense que les deux choses sont en train de se produire en fait. Parallèlement, je prends un exemple tout bête, mais tu dis justement les Tipeee, ça concerne pas des gens qui font des gros buzz et tout, mais c'est vrai. Par exemple, vous prenez je prends cet exemple-là parce que j'ai déjà bossé avec eux et je vois comment ils bossent et je trouve que c'est important de voir comment ils fonctionnent. C'est Nexus 6. Nexus 6, ils ont, je sais pas combien ils ont d'abonnés, mais c'est beaucoup. Mais par rapport à la prod que c'est, ça se finance pas. C'est-à-dire que c'est à un niveau qui pourrait financer quelques personnes sur des formats beaucoup moins ambitieux. Et eux, ils font vraiment des trucs avec des moyens de ouf. C'est des professionnels en plus de l'audiovisuel. Ils font c'est un peu ça à perte. Ah merde. 1, 2. Et par exemple, ils ont un des plus gros Tipeee de France en échange. C'est-à-dire qu'évidemment, ils ne pourraient pas financer un truc aussi ambitieux, juste, et comme évidemment, c'est pas un truc, ça va pas faire le buzz, parce que c'est pas le truc, enfin, pas faire le buzz comme genre d'un coup monter à. C'est pas des vidéos à 1 million de vues. Ouais, c'est ça, c'est pas des vidéos à 1 million de vues, genre des pranks ou des trucs comme ça, et c'est pas grave, c'est normal. Mais en contrepartie, eh ben, c'est intéressant pour le CNC. Il y a, sur leur Tipeee, pourquoi ils ont un Tipeee qui ne suffit pas, mais qui est beaucoup plus important que ce qu'on pourrait attendre d'autres chaînes de la même audience, c'est que les gens voient que c'est ambitieux, et les gens se disent « Ok, moi je veux payer pour que ça existe ». Et je pense que ça va vraiment se mettre en place sans problème. Alors comme en plus, il y a des gens de l'audiovisuel comme ça qui s'y mettent, et que d'un autre côté, il y a des gens qui ne viennent pas de l'audiovisuel, mais qui se professionnalisent, entre guillemets, sur Internet, il va y avoir je pense que ça va vraiment se stabiliser, et les formats et les financements ça sera moins la galère. On essaie de prendre là, on essaie de prendre là. Il y aura des trucs plus logiques et ça sera peut-être plus serein au bout d'un moment. Mais effectivement, ouais, il y aura toujours des trucs. Mais bon, comme dans tous les médias, quoi. Attends, du coup, je reprends juste un tout petit morceau de ta question parce que j'aimerais bien avoir leur avis à eux deux. Du coup, c'est quoi votre vision de votre futur à vous là-dessus, sur comment vous allez le gérer? Ah ouais, je sais pas du tout. Et je me dis, est-ce que toujours à 60 ans, je serai là en train de parler de Roger Rabbit? Je sais pas.
Le futur plus proche, Ouais, peut-être. non mais voilà, non mais moi le futur plus proche, j'ai pas, j'en ai aucune idée. Déjà, je comprends rien à YouTube en général, donc moi tant que j'ai envie, je continue. Donc, mais voilà, mais justement, je me dis, au fur et à mesure, je vais vieillir, et est-ce que je vais ressembler à, je sais pas, à Koei ou Michael Youn qui continue à faire les faux jeunes, tu vois, ou Kev Adams. Enfin, tu sais, et je sais pas, je sais pas du tout ce que ça me. Je veux pas y penser, tout simplement. Au jour le jour, mais voilà. Mais pour Tipeee, ouais, il y a effectivement, c'est assez marrant de voir parce qu'au tout début de Tipeee, c'était Usul qui avait le plus gros Tipeee, et pourtant il avait le plus faible nombre d'abonnés par rapport à tous les autres. Et je pense que c'est vraiment juste en fonction de la communauté, quoi. En fonction du, ouais. Après, je trouve pas ça déconnant de se dire, ça se trouve, genre, est-ce que je vais faire ça jusqu'à 60 ans? Mais ça se trouve, en fait, on va arriver dans une société où il y a des gens de 60 ans partout sur YouTube, quoi. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, c'est aussi. Mais je trouve pas ça déconnant, ça se trouve, ce sera un truc que les gens de 60 ans font, quoi. Mais ça, j'en sais rien. Nous, on est vachement dans une. Comme je disais, c'est un peu un hobby. Après, on va voir combien de temps on peut tenir à faire ça. Ça se trouve, au bout d'un moment, on ne pourra plus parce qu'on aura d'autres obligations. Ça se trouve, on arrivera à tirer des petits trucs ou juste bosser avec des gens comme ça et du coup continuer. Peut-être ça sera plus que de la présentation ou écrire pour d'autres. Ou je sais pas, il n'y a pas vraiment de. Moi, j'ai un peu du mal avec le truc de toujours arriver sur YouTube en se disant. Ça va être quoi mon business plan ou des trucs comme ça. Enfin, ça dépend. C'est pas forcément déconnant non plus de le faire, mais genre nous, on a juste envie de parler de ce qu'on a envie de parler, de faire ce qu'on veut. Du coup, enfin, si c'était un business plan, c'est du suicide, quoi. Et on va pas se plaindre que ça marche pas. Moi, j'ai un peu du mal avec ça, avec ce truc de dire ah mais je comprends pas, il y a des gens ils font des pranks et c'est pas bien et ils gagnent de l'argent alors que moi j'écris vachement bien mes vidéos. Et, enfin, au bout d'un moment, évidemment que les pranks ça marche mieux que ce qu'on fait nous. Donc moi je sais pas, je vois un peu venir comme ça. Puis après, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut bosser avec d'autres gens. Enfin, il y a une espèce de truc un peu communautaire comme ça où on peut. Voilà, je prenais l'exemple de Nexus. Moi, j'étais ravi de pouvoir jouer avec Nexus, de jouer dans Ouvrez les guillemets ou des trucs comme ça. Ce qui est un truc que j'aurais pas fait si j'avais pas fait la chaîne. Et voilà, et c'est pas un métier, c'est des trucs pour lesquels enfin, c'est juste on y a été comme ça, quoi. Et c'est assez cool aussi de juste. C'est un hobby, c'est une activité qui est cool à faire, donc elle pourra s'arrêter peut-être du jour au lendemain et je serai pas à la rue parce que j'ai arrêté les vidéos, quoi. Et toi? Tu poses la question, mais tu n'y réponds pas. Bah, moi, j'avais un peu répondu au début, c'est juste comme j'ai un peu de chômage là qui arrive, je n'ai pas d'objectif de rentabilité. Ce qui est, franchement, je suis dans la position hyper confort du gars qui commence. Bah là, je sais pas, en fait, à partir de lundi, je vais finir mon jeu et je vais faire moite-moite. Je vais faire des vidéos, je vais faire des jeux. Il y en a peut-être un qui va rapporter de l'argent, peut-être pas. Du moment que en fait, je pars vraiment du principe que c'est censé m'apporter en tant que personne avant de m'apporter des thunes. Et là, pendant un an, j'essaye de concrétiser des projets, vidéos et jeux, et d'en concrétiser un maximum. Et si ça ne me rapporte pas de l'argent, ça m'aura rapporté suffisamment d'expérience sur plein de domaines pour embrayer sur un boulot comme je faisais avant à Ubisoft. Voilà, donc c'est ça le plan. C'est-à-dire, j'attends rien, quoi, en termes de thunes. Il y a souvent une question qui est posée, c'est et si jamais YouTube s'arrêtait du jour au lendemain? Ben, on trouvera une autre plateforme et puis, enfin c'est ça, je pense. Il y a toujours moyen de s'exprimer, donc si c'est plus YouTube, ça sera autre chose, quoi. Mais voilà. Oui, puis si YouTube s'arrête, je pense qu'il y aura. Déjà, j'y crois pas trop. Non, Je pense qu'il y aura vite un truc qui fera exactement la même chose, oui, c'est ça, qui embrayera derrière. Donc voilà, rien que pour ça, je pense que ça s'arrêtera pas. Mais, Bon, sur ces très beaux messages, je pense qu'on va passer à 2-3 questions. Comme on avait anticipé dans le programme qu'on serait en retard, on a un petit peu de temps. Voilà, je me fais disputer par mon bénévole sinon. Est-ce qu'il y a quelques questions dans le public? Il y a un micro à faire passer. Sinon, c'est pas grave, on rattrape le retard. Si, une question dans le fond. Ok. Du coup, moi, c'est une question pour Doc Géraud. Du coup, comme tu es conseiller d'orientation, je vais en profiter. Non, je rigole. Je sais que tu as fait l'Engmin à Avignon, c'est ça? c'est ça, ouais. Ouais. T'as dit quoi, Engmin, là? L'Engmin? Oui, c'est ça, Engmin, ouais, excuse-moi. Ok, non, très bien. Non, c'est pas Avignon, du coup, c'est à Angoulême. Angoulême, oui, pardon, tu as raison. Et du coup, tu as déjà fait une vidéo, comment t'expliquer, comment tu y es rentré, tout ça. Et maintenant que tu en es sorti depuis quelques années, est-ce que tu as toujours la même vision? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, tout ça? Alors, l'Engmin, c'est sûrement un des meilleurs trucs que j'ai fait
de ma vie. Et en fait, je défends maintenant beaucoup l'école parce que je trouve ça trop cool qu'en France, c'est probablement l'école de jeux vidéo la plus connue des pros, etc. Avec Super Info Game ou autre, mais je pense qu'elle est quand même au top. Et c'est une école publique. Genre, tu t'allonges pas de maille ou quoi pour y aller, ça c'est génial, quoi. Et rien que pour ça, ça mérite vraiment qu'on défende à mort le principe. C'est une école qui fait un master, uniquement un master. Et c'est trop cool parce que autant les cours sont pas toujours exceptionnels là-bas. Voilà, faut pas. Mais comme dans toutes les écoles de jeux vidéo, hein, c'est jamais ouf. Ouais, toutes les écoles peut-être. Après, j'ai pas fait toutes les écoles. Autant les cours sont pas forcément exceptionnels, mais il y en a des biens quand même. Mais il y a des profs passionnés. Et puis surtout, l'Engmin, comme c'est un endroit assez sélectif en termes de dossiers, n'importe qui, de n'importe quel, comment dire, études, cursus, merci, peut venir à l'Engmin. Franchement, il y a des game designers qui ont fait de tout et n'importe quoi avant d'aller à l'Engmin. Donc tout le monde a sa chance. S'il se défend bien pendant les tests écrits, le dossier et tout, il y a vraiment de tout. Et en fait, tu rencontres plein de gens hyper intéressants là-bas, tu fais plein de projets, et ça marche très bien pour apprendre des choses. Et en plus, l'Engmin, c'est une grosse mafia après. Franchement, moi, on était 70 dans ma promo, on était genre 15 à être pris en stage à Ubisoft, juste de ma promo, tu vois. Et alors à Ubisoft, il y a plein d'Engminiens partout. Après, tu traînes, tu te rends compte que ça te fait entrer dans un espèce de cercle où ça facilite plein de choses, tu vois. Donc je pense toujours que c'est une bonne solution. Je ne sais pas comment l'école va évoluer au fur et à mesure, parce que forcément, il y a des profs qui vont bouger, le directeur il va peut-être changer à un moment, ce genre de choses. Mais je pense que c'est toujours une bonne solution. Et en plus, ça c'est une vidéo sur laquelle je bosse. J'avais fait une conf il y a quelques semaines à la PAX sur comment démarrer dans le game design, et je parlais notamment des écoles dedans. Et je vais le faire en vidéo pour expliquer un petit peu comment on peut faire un parcours privé d'un côté, qui peut être bien. Moi, c'est ce que j'ai fait en partie avant de faire l'Engmin. Mais on peut aussi faire, grâce à l'Engmin et à d'autres écoles et d'autres cursus, un parcours entièrement public et qui est complètement valable, si ce n'est encore plus intéressant qu'un parcours dans le privé. Et donc, je pense que l'Engmin, ça complète très bien ce parcours et que ça reste une très bonne école pour entrer dans le jeu vidéo sans avoir à allonger 30 000 balles et à s'endetter, et etc. Pour un métier qui, en plus, game designer, bon, il y a de la concurrence de ouf, c'est ultra bouché, c'est assez précaire. Donc voilà, l'Engmin, bonne solution. En fait, je voulais savoir, c'était quoi votre rapport avec la nostalgie, que ce soit dans le rétro gaming, dans les films, les séries, le fait de remaker encore et encore, en fait. Ça m'insupporte. Enfin non, moi, je vais plus développer après. Mais... Ça dépend, c'est toujours pareil. Il y a le fait où on prend de la nostalgie juste pour vendre. Et puis, mais si ça permet de... Même si c'est mal fait, on va dire, si ça permet de faire découvrir les œuvres avant aux gens. C'est comme ces adaptations de bouquins ou de bandes dessinées ou de choses comme ça. Genre Spirou et Fantasio par exemple, tu vois. On fait une adaptation de Spirou et Fantasio, c'est raté, mais ça donne envie aux gens en disant peut-être que la BD elle est bien, peut-être que j'ai envie de lire la BD. Donc du coup, le nostalgie d'un côté c'est chiant parce que c'est à la mode, voilà. Mais d'un autre côté, moi c'est mon créneau, donc si ça permet de faire découvrir des trucs d'avant à une nouvelle génération, puisque c'est vrai, je veux dire, faire montrer un film des années 80 à des enfants en leur montrant comme ça, ils ne vont pas forcément vouloir se regarder. Et du coup, si ça peut aider. Et puis même là, pour les nouveaux Star Wars, ça fait découvrir Star Wars à une nouvelle génération. Et il y en a plein qui disent c'est pas mon Star Wars. Bah tant pis, c'est pas le tien, mais c'est celui de d'autres personnes qui aiment aussi. Donc je sais pas, je trouve ça très bien quand même. Ouais, déjà je suis d'accord avec ça, et effectivement être nostalgique c'est tout à fait naturel, donc, mais là je trouve que ça prend des proportions en termes de marketing et de... Ouais aussi, genre les trucs sur ouais c'est pas mon Star Wars, ah vous m'avez ruiné Star Wars, mais genre ça a pas changé les anciens films, enfin arrêtez quoi, laissez les gens faire. Il y a une BD, je sais pas qui c'est qui l'avait fait, qui était très marrante, et c'était une espèce de geek papa. Et il mettait des trucs dans les mains de son gosse comme ça, genre Star Wars, tiens, tu regardes Star Wars et tout. Et en fait, il le chopait à la fin, il lui disait genre, sois comme moi, tu vois, un truc comme ça. Et ça, je trouve que c'est nul. Et en plus, ça va complètement à l'envers de ce
ce qu'on est peut-être un peu censé prôner en termes de génération, genre on s'est ouvert à des imaginaires. Enfin, le truc geek, en fait, j'ai l'impression que c'est devenu une espèce de truc d'ayatollah maintenant. Mais enfin, et ça va complètement à l'inverse de, on découvre des imaginaires, on défend peut-être des genres qui étaient pas légitimes, on défend le jeu vidéo. Là, on parlait même, tu vois, le jeu de société, dire tout ça, on dit c'est du jeu, donc c'est pour les enfants. On est une génération qui peut-être défend l'inverse de ça. Donc pourquoi on devient des espèces d'ayatollahs, de trucs comme ça d'avant, en disant il n'y a que ça qui est bien. Alors on veut que des remakes tout le temps et on va les voir, et après on dit que c'est pas bien et que en fait fallait, enfin. Je trouve ça dingue. Est-ce qu'on dit que, genre, si on fait des vidéos pour parler de Victor Hugo, est-ce qu'on va dire, ouais, je suis tellement nostalgique de Victor Hugo? Enfin, genre, au bout d'un moment, la nostalgie, c'est un très très mauvais prétexte, je trouve, pour défendre les trucs qu'on veut. Et surtout quand c'est des trucs de notre enfance, quoi. Évidemment que les trucs de notre enfance, on a envie d'en parler. Mais ce truc de dire, ah, c'était tellement mieux à notre enfance, de nous, les geeks de 30 ans et tout, il faut vraiment qu'on arrête avec ça, quoi. Je trouve que ça prend des proportions ridicules. Mais moi, ça me fait marrer toujours quand genre ils annonçaient un remake de Scarface il y a pas longtemps. Les gens font ah non, mais un remake de Scarface, ça va détruire mon film. Tu sais que le film de Scarface c'était déjà un remake. Et du coup, si ça réactualise une œuvre, moi je trouve ça cool. Enfin, je veux dire, ouais, ça fait du Sherlock Holmes, ça fait des années des centaines d'années qu'on en bouffe. Et chaque fois, c'est une nouvelle version. Le Sherlock récemment, mais il est cool. Et puis c'est une nouvelle version et ça fait découvrir de nouveaux trucs. Mais c'était très drôle. C'est le Ghostbusters le Ghostbusters 2016, quoi, qui a des défauts, mais ces gens disent ah non, ça m'a pourri Ghostbusters. Regarde le DVD, il est là, le film, tu peux toujours le regarder, tu peux toujours voir le sexisme de Bill Murray dedans, tu peux toujours voir Bill Murray harceler des meufs, et c'est pas grave, tu vois, il existe toujours. Mais donne ça, enfin, et puis du coup, il montrait des filles, des gamines qui s'habillaient en Ghostbusters, et puis moi, franchement, quand j'étais petit et qu'on me dit tu verras dans 20 ans, tu auras un nouveau fantôme, ben, j'aurais été super content. Et de te dire, tu verras, dans 30 ans, il y aura un nouveau Star Wars. Voilà, à l'époque, on voulait faire découvrir des œuvres à tout le monde, et maintenant, qu'ils font découvrir des œuvres au grand public, on n'est pas content. C'est chelou, quoi. Enfin, il y a un peu le truc en fait, on voulait pas gagner, quoi. Genre, c'est ouais, les super-héros, c'est trop bien, etc. Maintenant, il y en a partout, et genre, ah ouais, mais non, c'est pas bien. Moi, je suis un vrai puriste et tout. Mais du coup, en fait, on a défendu des cultures tout le temps, et maintenant qu'elles ont gagné, entre guillemets, au sens où elles sont devenues mainstream, eh ben, c'est pas bien parce que c'est devenu mainstream. À ce moment-là, il fallait pas les défendre, il fallait rester dans ton coin et dans ta petite secte. Et voilà, t'es dégoûté que t'as défendu la légitimité d'un truc et maintenant tout le monde s'y intéresse. Genre, waouh. Genre, les jeux vidéo, tout le monde s'y intéresse maintenant, c'est pas bien. Du coup, maintenant, il y a des casus et des filles. Tu vois, c'est genre, à ce moment-là, il fallait pas défendre le truc, tu restes dans ta secte et c'est tout, quoi. Et moi, je trouve vraiment que c'est aberrant et que ça prend des proportions avec le web notamment qui sont hallucinantes, quoi. tu parlais de Cuphead justement, et c'est un bon jeu sur Nostalgie, et pourtant c'est un bon jeu. Enfin, ouais, mais qui vraiment Cuphead, en plus c'est les cartoons, c'est des cartoons qu'on a connus, mais c'est pas de notre génération du tout non plus. Mais c'est ça, du coup c'est très drôle. Après, le truc avec Cuphead aussi, c'est tellement un jeu. Je veux dire, c'est un style qui n'avait pas été utilisé dans le jeu vidéo. Donc en fait, c'est de la nouveauté pour le jeu vidéo. C'est ça, ouais. Juste un truc sur le jeu vidéo, il y a un truc, je sais plus, ce que j'avais vu, quelqu'un avait fait une vidéo aussi comme ça pour expliquer les jeux rétro. En fait, sont pas vraiment rétro. Et je crois qu'il parlait de Shovel Knight, je sais plus, je suis désolé si la personne, le vidéaste qui a fait ça, ou la vidéaste qui a fait ça, c'était super intéressant. Il disait, par exemple, un jeu comme Shovel Knight, qui est présenté comme rétro, et du coup nostalgique, ils ont même, enfin les musiques et tout, ça fait. Et en fait, il expliquait que c'est pas vraiment un jeu comme à l'époque du tout. En fait, les trucs de gameplay, et ça se trouve c'est toi, non? Je sais pas. Enfin, les trucs de game design et tout, c'est pas du tout des trucs de game design de l'époque. Et c'est vachement intéressant de se dire ça, de se dire non, c'est des nouveaux jeux. C'est pas des jeux comme avant quand ils étaient bien. Si vous voulez des jeux comme avant, c'est genre, si vous connaissez That Damn Level, où c'est des mecs qui ont refait tout un jeu basé sur le principe du niveau du barrage dans le jeu Tortue Ninja sur Super NES. Et ça, à la limite, ouais, ok, ça je veux bien, ça c'est un jeu comme à l'époque. C'est horrible, hein. Mais là au moins ils reprennent vraiment exactement la même chose. Alors que les jeux rétro, il y a une esthétique rétro, mais c'est des nouvelles choses. C'est des nouveaux gameplays, c'est des nouvelles façons de faire, c'est des nouveaux types de platformers et tout. Là, quand tu parles de jeux rétro, par exemple Shovel Knight, tu parles de jeux actuels qui ont une esthétique rétro. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Et du coup, c'était, je pense que c'était Game Maker's Toolkit. C'était en anglais, la vidéo que tu as vue. Ouais, c'était sûrement ça. Très bonne chaîne aussi.
si vous voulez regarder, qui parle de game design. Game Maker's Toolkit par Mark Brown. Voilà. D'autres questions? On s'arrête là-dessus. C'est peut-être pas plus mal niveau timing. Un dernier On mot? peut continuer à râler sur la nostalgie. Bon. C'est ça. Sachant que de toute façon, nos invités sont encore là pour un moment, et notamment dans la salle à côté de l'amphi. Merci beaucoup. Et puis, merci à vous.